Eh bien, alors merci. Je vais donc vous présenter mes travaux de thèse qui portent sur la spécification et la vérification des exigences de haut niveau sur des programmes de taille importante. Pour commencer, je pense que vous avez déjà tous vu, en naviguant sur Internet, ce genre de bannière qui vous demande, pour un certain nombre d'utilisations de données personnelles, de consentir à leur utilisation. Par exemple, on pourra vous demander d'utiliser votre géolocalisation pour vous fournir une publicité plus personnalisée, ou encore d'utiliser votre historique de navigation pour avoir des meilleures recommandations de contenu. Ce genre de bannière découle d'une loi européenne qui s'appelle la RGPD, qui, pour simplifier, dit que les traitements de données à caractère personnel ne doivent être faits que si la personne concernée a consenti à leur utilisation pour des finalités spécifiques. En d'autres mots, cette loi, elle définit quelques termes, qui sont les données personnelles, tout ce qui a trait à une personne, les traitements qu'on peut en faire, et les consentements. Donc pour potentiellement chaque paire données-traitement, l'utilisateur peut consentir ou pas à cette utilisation. Prenons un exemple plus concret, qui serait un service de streaming, par exemple, un peu comme Netflix. On pourrait imaginer les données personnelles suivantes, réunies soit à l'inscription, soit à l'utilisation du service. Le nom, le prénom, l'historique, l'âge de l'utilisateur, la carte bleue, l'adresse IP. Et les utilisations qu'on pourrait en faire, ce serait le service principal de streaming, le composant de publicité, de suggestion ou de paiement pour l'abonnement. Et par exemple, pour ce composant, l'application pourrait légitimement demander à obtenir le nom, le prénom et le numéro de carte bleue pour établir la facture. Dans ce cas-là, pas d'autre choix que de consentir, a priori. De manière moins évidente, le composant publicité pourrait par exemple demander à utiliser votre historique de visionnage de contenu pour vous fournir des publicités plus personnalisées. Ou encore, les suggestions pourraient demander non seulement à accéder à l'historique, mais aussi à votre âge pour vous fournir du contenu approprié à votre classe d'âge. Donc là, on pourrait choisir de ne pas consentir à la première et à la dernière utilisation. Et donc, comme ça, une application, pour un certain nombre de paires de données-traitement, va vous demander ou pas votre consentement. Donc, tout ça, c'est très bien, mais finalement, qu'est-ce qui empêche l'application de outrepasser ses choix? Qu'est-ce qui garantit que ces choix sont respectés? Par exemple, qu'est-ce qui empêche une application d'utiliser votre âge pour établir des suggestions, même si vous n'avez pas consenti? Ou alors pire, d'utiliser votre âge pour de la publicité, alors que même que l'application n'avait pas déclaré cette possibilité. C'est une question de confiance. Maintenant, imaginons avoir entre les mains le code source de ce logiciel, potentiellement plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Comment, moi qui ai le code source, je vérifie que cette application respecte les choix de l'utilisateur? Comment je vérifie que cette application fait ce qu'elle dit? On pourrait se dire, bon, très bien, l'âge, par exemple, c'est une variable, on peut chercher les apparitions du mot âge dans le code source, mais c'est pas aussi simple que ça. Ce qui est subtil, c'est que le code a le droit d'utiliser votre âge, mais seulement dans certaines conditions. C'est ces conditions-là qui font la subtilité, entre guillemets, du problème. Quand on parle d'analyse de propriétés de programme, une solution naturelle, ce sont les méthodes formelles. Méthodes formelles, d'après les 3 E, en tout cas, pardon, oui, les 3 E, elles sont définies comme des méthodes d'ingénierie logicielle qui sont utilisées pour spécifier, développer et vérifier des logiciels via l'application de notions et langages mathématiques rigoureusement définis. Il en existe un certain nombre qui sont adaptés à des problèmes tous différents les uns des autres, mais un enjeu particulier de notre problème, c'est un enjeu d'échelle. Notre logiciel de streaming, par exemple, il est potentiellement très grand, de centaines de milliers de lignes de code. Nous, ce qu'on veut vérifier, c'est une propriété globale, finalement assez superficielle, entre guillemets. On veut vérifier qu'on respecte les choix de l'utilisateur sans avoir à plonger dans le code de chacun des composants. Par exemple, on n'a pas à vérifier la correction du module de recommandation. Ce n'est pas l'objet de la méthode. Donc l'enjeu des méthodes qu'on va essayer de développer, ça va être de pouvoir faire une étude superficielle d'un problème sans perdre de temps sur les détails. Rentrons un peu plus dans le concret. On va faire quelques hypothèses un peu fortes, mais à but pédagogique sur notre logiciel de streaming. Supposons qu'il est écrit entièrement en C, déjà. Et ensuite que les données personnelles et les consentements donnés par l'utilisateur sont sous forme de variables globales dans l'état du programme. Donc là, par exemple, on a une structure perso en C qui stocke le nom, le prénom, l'âge, etc. De l'utilisateur. Et on va avoir un tableau
qui stocke les consentements. Donc pour chaque paire donné traitement, il contient un booléen qui dit si oui ou non l'utilisateur a consenti à l'utilisation de cette donnée pour ce traitement. Un exemple de problème qu'on voudrait pouvoir détecter au sein d'une grande base de code, ça pourrait être le suivant. Supposons qu'on soit au sein du composant recommandation, dans cette fonction-là, suggestion factors, et quelqu'un aura pu écrire potentiellement tout à fait sans malice la fonction suivante. Donc on vérifie si le consentement pour l'âge et les suggestions a été donné. Si c'est le cas, on vide un certain buffer et on lit notre âge et on en fait quelque chose, peu importe. Sauf que là, la personne faisait peut-être du Python, mais elle a oublié des accolades autour du if. Et donc, en fait, la deuxième ligne, elle est exécutée quoi qu'il arrive, même si le consentement n'est pas donné. En fait, le code correct devrait ressembler à ça. Donc ça, c'est le genre d'aiguille dans une botte de foin qu'on veut pouvoir détecter à grande échelle. L'objet de la thèse et de la présentation, ça va être de partir de ce besoin et d'arriver à un énoncé de plus en plus formel de ce besoin. Donc commençons par le formaliser, en tout cas l'énoncer, avec des phrases en français normal. La propriété principale, ça va être si une donnée personnelle est lue, alors la fonction qui la lit, ici c'était suggestion factors, correspond à un traitement prévu de cette donnée. Ici on avait bien prévu que le module suggestion pouvait utiliser l'âge potentiellement. Et d'autre part, comme on l'a dit, le consentement doit avoir été donné par l'utilisateur. Donc là c'est très bien, on a une propriété principale qui semble refléter notre besoin. Seulement, elle est en fait assez facile à contourner. Même si on suppose qu'elle est entièrement vérifiée, une application pourrait très bien, dès son démarrage, remplir entièrement le tableau des consentements de vrai, et donc tous les consentements seraient artificiellement accordés, et donc la règle serait respectée, puisqu'en fait, elle ne remarquerait pas que les consentements sont faussés. Donc il faut une deuxième règle, au moins, pour garantir que les consentements ne sont eux-mêmes pas modifiés par le programme. Et il en faudra peut-être d'autres du même type. Donc voilà, là je vous ai donné un exemple d'enjeu de cette thèse, un exemple de besoin de haut niveau superficiel. Cet exemple précis n'est pas l'enjeu de la thèse, mais c'est un exemple. L'objectif de la thèse, c'est de se donner les moyens, de manière générale, de spécifier facilement des propriétés globales de ce type. On va définir un peu ce que c'est ce type. De manière suffisamment expressive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit des propriétés qui soient vraiment ad hoc à cet exemple. Par exemple, on veut pouvoir spécifier une grande classe de propriétés intéressantes, notamment on va parler de sécurité et de mémoire. Et enfin, on veut faire le tout de manière efficace. Comme on a dit, il faut que ça marche même sur des programmes de grande taille. Et pour finir, on veut que ces moyens obtenus soient applicables. Applicables au sens de se manifester pour des méthodes formelles applicables, que je vous cite ici, sur lesquelles je reviendrai un peu après. Donc le plan de cette présentation, ça va être ceci. Je vais commencer d'abord par vous dresser une espèce de taxonomie des besoins qui nous intéressent. On va essayer de caractériser quelles sont les exigences, les besoins, les propriétés qu'on veut pouvoir spécifier. Ensuite, on va voir comment on passe de ces concepts un peu abstraits à du vrai code, en l'occurrence le C, et comment est-ce qu'on va jusqu'au bout de la vérification. Puis, je vous donnerai les grandes lignes d'une méthodologie appliquée pour l'utilisation de ces méthodes sur des exemples concrets un peu différents. Je parlerai ensuite d'une piste de recherche un peu différente qui permet la vérification de ces propriétés d'une manière alternative par déduction de haut niveau. Enfin, je dirai quelques mots sur Wookie, qui est un cas d'étude qui nous a intéressés dans cette thèse pour démontrer la pertinence dans l'industrie de ces méthodes. Et enfin, je conclurai et je donnerai mon avis sur les perspectives possibles de ces travaux. Donc, tout d'abord, la taxonomie des besoins. Dans la pratique, quand on lit des spécifications informelles de sécurité, il y a certains motifs de propriété qui reviennent assez souvent. Je vais vous en donner quelques exemples. On va partir de là pour caractériser ces propriétés. Souvent, on peut avoir des propriétés du type « si quelque chose est lu, alors telle contrainte doit être vraie. Telle zone de la mémoire n'est jamais modifiée. » Ou encore, dans tel ensemble de fonctions, on a toujours une propriété qui est vraie. En partant de ces trois exemples modestes, on va essayer de dresser une catégorisation des propriétés. Donc tout d'abord, une chose qu'on peut remarquer, c'est que dans chacune des propriétés ici, on a une situation
dans laquelle une contrainte doit être vraie. Donc ici, par exemple, la situation, c'est on lit la mémoire, on modifie la mémoire, ou encore dans tout le programme, en permanence. Ces situations, dans la suite, on va les appeler des contextes, et on va les isoler dans les propriétés, on va les mettre en évidence. Donc là, j'ai le contexte de lecture, d'écriture, et à tout moment, ça va être en invariant, tout simplement. Ensuite, on remarque que autant certaines propriétés, comme les deux premières, concernent l'ensemble d'un programme, toutes les fonctions, autant certaines ne concernent qu'un sous-ensemble, un seul composant précis d'un programme. Donc, ce simple ensemble de fonctions, on va l'appeler l'ensemble cible, et on va également le mettre en évidence. Donc, dans les deux premières propriétés, on a partout dans le programme, et dans la troisième, dans un ensemble précis de fonctions. Enfin, il nous reste pour chacune des propriétés un prédicat global, on va appeler un métaprédicat ici. Par exemple, ici, si telle variable est lue, alors telle contrainte doit être vraie. Sauf que ces prédicats, ils ne sont pas tout à fait indépendants, ils ne sont pas tout à fait liés, dans le sens où on aimerait parler de ce qui est lu en contexte de lecture, de ce qui est écrit dans le contexte d'écriture. Par exemple, ça ne ferait pas de sens de parler de ce qui est modifié en contexte de lecture. Donc, cet élément qui est dépendant du contexte, on va l'appeler métavariable. C'est juste une petite variable qui est dans le prédicat et qui va dépendre du contexte. Et donc là, on peut exprimer notre propriété initiale comme partout dans le programme, lorsqu'on effectue une lecture de la mémoire, alors si la donnée qui est lue est la variable qui nous intéressait, alors telle contrainte doit être lue. Donc avec tout ça, on a tous les éléments qu'il faut pour ce que je vais appeler une métapropriété. Donc un contexte, un ensemble cible et un métaprédicat, un prédicat global. Et donc c'est ce concept de métapropriété que je vous présente un peu avec les mains là. Dans le manuscrit, on l'a entièrement formalisé sur un langage de programmation abstrait et une logique simplifiée. J'y reviendrai un peu. Maintenant qu'on a ces briques de base, on peut revenir sur la propriété de vie privée de tout à l'heure et la formuler avec. Donc ma propriété principale, c'était, eh bien, dans tout le programme, lorsque j'effectue une lecture de la mémoire, si la donnée qui est lue fait partie de l'ensemble des données personnelles, alors le consentement pour cette donnée et pour le traitement en cours de la fonction doit avoir été donné. Là, c'est un peu avec les mains dans le sens où le traitement va dépendre de la fonction en cours. Mais de manière plus claire, cette deuxième propriété, plus simple, dit simplement, dans tout le programme, sauf potentiellement les fonctions d'initialisation, puisque il faut bien remplir le tableau consent à un moment, lorsqu'on modifie la mémoire, alors ce qu'on modifie n'est pas ce tableau. Autrement dit, on ne modifie jamais le tableau consent. Voilà. Donc là, on a dressé une caractérisation d'un type de propriété de haut niveau. Donc, ce n'est pas les seuls. Il y a des travaux analogues qui tous s'attaquent à une catégorie de propriétés qui est soit intéressante mais différente, soit plus restreinte. Par exemple, un langage assez connu qui est JML, qui permet de spécifier des propriétés sur du Java, a dans sa spécification des moyens d'exprimer des contraintes sur la lecture et l'écriture de certains champs de classe, mais ne fournit pas de moyens de vérifier ces propriétés. En tout cas, il n'existe pas d'outil qui le fasse. D'autre part, toujours sur JML, des travaux analogues ont essayé étendu le langage pour pouvoir spécifier des propriétés du protocole, c'est-à-dire ce qui a trait à l'ordre d'appel de fonction, qui est un problème toujours intéressant, mais différent du nôtre. On ne peut pas parler de mémoire, par exemple. Enfin, on peut trouver des similarités entre nos travaux et le concept de programmation par aspect, ou encore de spécification par aspect, mais je ne vais pas m'étendre dessus pour l'instant. Une fois qu'on a ces idées de métapropriété, il reste à rendre ce concept applicable. Donc là, je reviens sur le petit manifeste dont je vous parlais. Ce manifeste, qui a été publié récemment, donne une dizaine de principes qui font qu'on peut dire qu'une méthode formelle est applicable ou pas. Donc là, je vous en liste quelques-uns qui vont être nos objectifs. Il faut que ce soit intégré à une plateforme ou un langage de programmation qui ait fait ses preuves. Donc là, en l'occurrence, on va être sur le C. Il faut que ce soit utile, dans le sens où là, on a des concepts un peu abstraits. Il faut que ce soit vérifiable sur des exemples concrets jusqu'au bout. Pour ça, on va avoir besoin d'automatiser le plus possible le travail superflu pour l'utilisateur. Et enfin, comme on l'a mentionné au début, tout ça doit passer correctement à l'échelle sur des programmes même de taille très importante. Donc là, on va voir ensemble comment on passe des métapropriétés à leurs instantiations sur le C, qu'on va appeler des ILAR. Donc les ILAR, comme High Level Access Requirements, ce sont simplement la transposition des métapropriétés en C. Donc on retrouve tous les mêmes éléments, juste avec une syntaxe un peu différente. On a un nom en plus de propriété, là c'est la propriété de tout à l'heure,
on ne modifie pas les consentements. L'ensemble cible, ici, c'est la différence entre toutes les fonctions du programme et les fonctions d'initialisation. Le contexte d'écriture, on parle d'écriture de la mémoire. Et on dit simplement que l'adresse qui est ciblée par l'écriture est disjointe du tableau consentement. Après, c'est un peu simplifié, je reviens là-dessus. Donc ça, voilà, ce sont des gillards. C'est un premier exemple. Et donc cette syntaxe un peu particulière s'inscrit dans une plateforme qui s'appelle Framassi, qui est développée ici. Cette plateforme a pour objet l'analyse de programmes C et comporte un certain nombre de greffons qui, chacun, font des analyses différentes et complémentaires potentiellement. Et chacun de ces greffons, tous les greffons ont un langage de spécification commun qui s'appelle ACSL, Axel, comme ANSI Specification Language. Et l'intérêt de ce langage, c'est qu'il peut être annoté à l'intérieur d'un programme C, puis être vérifié. Je vais vous donner un petit exemple. Prenons cette petite fonction isMember, qui prend en paramètre un tableau d'entier T de taille size et un entier X, et qui est censé simplement dire si le tableau T contient l'entier X. On peut écrire un contrat en Axel, on a note sous forme de commentaire ici, qui donne des préconditions et des post-conditions. Les préconditions, ce sont les conditions pour que la fonction s'exécute correctement. Ici, comme on est en C, il faut garantir que T soit bien un tableau de taille size, c'est-à-dire que les cases de T à T plus 0, enfin T plus size moins 1, pardon, soient valides en lecture, peu importe les détails. Et ici, la post-condition, c'est-à-dire la garantie offerte par la fonction, ça va être que le résultat de la fonction est vrai si et seulement si il existe une case du tableau qui contient X. Encore une fois, les détails importent peu, c'est seulement pour vous montrer un exemple de contrat. On peut faire des contrats, mais on peut aussi écrire des annotations directement dans le corps d'une fonction. Ici, c'est la même fonction avec une boucle conditionnelle pour qu'elle fasse son travail. Et j'ai inséré une assertion, c'est-à-dire une propriété qui dit qu'en ce point, la case T plus I du tableau doit être valide en lecture, ce qui permet de garantir que cet accès au tableau va être valide. Donc une fois qu'on a spécifié comme ça, avec des contrats ou des annotations à l'intérieur du code, on peut utiliser un des greffons de Framassi pour vérifier que le code est correct vis-à-vis de cette spécification. Un exemple, ça va être WP, comme Weakest Condition, qui va prendre l'ensemble code spécification et générer des obligations de preuve équivalentes à la correction du code, et les transmettre à des solveurs automatiques ou interactifs qui vont essayer de prouver ces obligations. Donc voilà, je reviens simplement sur la propriété de tout à l'heure, et je l'écris de manière complète, pour au moins une fois dans cette présentation. Donc là, on retrouve les métadonnées qu'on avait tout à l'heure, et là, le prédicat a été étendu. On dit, pour toute case IJ de mon tableau, I étant compris dans l'intervalle de la première dimension, J dans l'intervalle de la deuxième dimension, bien, quand j'écris dans la mémoire, l'adresse à laquelle j'écris est disjointe de l'adresse de la case IJ. C'est juste une manière compliquée de dire que le tableau IJ, que le tableau consent n'est jamais modifié. Donc ça, c'est très bien. On a une manière de spécifier des propriétés intéressantes sur la mémoire, sur des programmes C. Maintenant, comment on les vérifie? C'est le rôle du greffon qu'on a appelé MetaAxel, qu'on a écrit pour cette thèse, dont le rôle est de traduire une hilar, cette métapropriété en C, en annotation Axel existante équivalente. Pour ça, ça fonctionne de manière assez simple. On dit pour toute fonction f de mon ensemble cible, je choisis tous les points P dans cette fonction qui sont caractérisés par mon contexte, je vais vous donner un exemple juste après, et en tous ces points, je prends mon prédicat, je remplace les métavariables qu'il contient par leur valeur à ce point, et j'insère le prédicat résultant en tant qu'assertion à ce point. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Prenons une nouvelle propriété, P3, qui dit simplement, pour toutes les fonctions du programme, sauf la fonction setX, lorsque je modifie la mémoire, alors l'adresse de ce que je modifie est disjointe de l'adresse de la variable globale X. Autrement dit, cette propriété dit, je ne modifie jamais la variable globale X. Prenons ce programme jouet et appliquons le petit algorithme que j'ai décrit. On commence par filtrer toutes les fonctions qui ne sont pas dans l'ensemble cible. L'ensemble cible, c'est toutes les fonctions sauf 7x, donc j'enlève 7x. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait trouver les points dans les fonctions qui sont caractérisés par le contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, on a un contexte d'écriture, par exemple.
Donc tous les points qui nous intéressent, c'est les points où potentiellement on modifie la mémoire. Donc syntaxiquement, on repère tous ces points et on y annote l'adresse qui est potentiellement modifiée. Donc là, j'avais écrit y égale 42, et ben, en ce point-là, je modifie potentiellement la mémoire, enfin je modifie même pour sûr la mémoire, et je marque que c'est potentiellement l'adresse de y qui va être ciblée. Pareil pour x et pour p. Ensuite, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est prendre ce prédicat orange, remplacer la métavariable, c'est-à-dire la boîte bleue, par sa valeur en chaque point, et insérer le tout comme assertion. Donc c'est ce que je fais. Et donc là, j'ai obtenu un ensemble d'assertions qui sont ensemble équivalentes à ma propriété globale, par construction. Donc là, on peut se dire rapidement que ça fait beaucoup d'assertions. Parce que si j'insère une assertion à chaque fois que potentiellement je modifie la mémoire, eh bien, ça fait beaucoup d'assertions. Sauf qu'en fait, dans la pratique, la majorité de ces assertions sont trivialement vraies. Comme par exemple celle-ci, qui dit l'adresse de y est disjointe de l'adresse de x et y étant deux variables de base disjointes. Donc ça, c'est trivialement vrai. Donc en fait, on a une phase de simplification, avant de faire quoi que ce soit, qui retire toutes les assertions de ce type. Et en pratique, ça équivaut à 60% des assertions, pour généraliser. Et une fois que j'ai ça, il me reste des assertions irréductibles, entre guillemets, on peut demander à WP, par exemple, d'essayer de les prouver. Donc ici, si on fait ça, WP n'arrivera à prouver ni l'une ni l'autre. La première, c'est assez évident, parce qu'on lui demande de prouver que l'adresse de x est disjointe de l'adresse de x, et c'est faux, évidemment, et ça correspond bien au fait qu'on modifie la variable x, alors que notre propriété, c'était de ne pas modifier x. Donc là, on a bien détecté un problème. Et ici, WP n'arrivera pas à prouver l'assertion simplement par manque d'information. Il se pourrait que P ce soit un pointeur vers x. Donc voilà, on a la méthode de base pour la vérification des hilars et des métapropriétés. Maintenant, j'aimerais vous présenter les grandes lignes d'une méthodologie pour l'application de ces méthodes simples, étant donné un problème, un besoin et un programme, comment est-ce qu'on arrive à la vérification de ce programme pour ce besoin. Je vais changer d'exemple. Je vais vous parler d'un micro-noyau. Donc un micro-noyau, pour grossièrement simplifier, c'est le programme dans un appareil qui va gérer l'exécution de votre programme. Donc notamment, il va avoir sous son aile plusieurs tâches. Ici, j'ai 4 tâches, dont une qui est en cours d'exécution. Et le micro-noyau, entre autres, va avoir comme tâche, travail en tout cas, de gérer qui s'exécute à quel moment. Donc là, le micro-noyau peut décider d'arrêter d'exécuter la tâche 3 et d'exécuter la tâche 1 à la place. Il a pu l'exécuter parce qu'elle était grisée, ce qui voulait dire qu'elle était prête à être exécutée. Au contraire, celle-ci est hachée car elle est endormie, elle attend un événement, par exemple une écriture sur le disque, avant de pouvoir être exécutée. Une tâche peut très bien se réveiller quand cet événement arrive, et dans ce cas, on peut l'exécuter, et une tâche, à l'inverse, peut s'endormir lorsqu'elle se met en attente de quelque chose. Ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, c'est d'exécuter une tâche qui est endormie. Une propriété vraiment simple de sécurité du micro-noyau, c'est qu'il n'exécute jamais une tâche qui est endormie. Donc comment, étant donné ce problème, arriver à le vérifier? D'abord, sur tout problème, il faut vérifier que les méthodes qu'on a exposées, qui sont certes utiles, sont le bon outil pour ce problème, parce qu'il y a, comme on a dit, plein de problèmes de catégories différentes sur lesquels nos techniques ne s'appliquent pas. Notamment, il faut vérifier que le besoin n'implique qu'une seule trace d'exécution. On ne va pas pouvoir vraiment exprimer d'hyperpropriété, on ne peut pas mettre en relation plusieurs exécutions d'un même programme. De même, autant on peut spécifier un sous-ensemble de logique temporelle avec les hilars, autant ce n'est pas l'objet de ces techniques. Et le point le plus important, c'est que cette propriété doit être une propriété globale, au sens où elle doit pouvoir être ramenée à un prédicat, en fait, sur l'état global du programme. Pour détailler un peu ce point-là, il faut, étant donné notre programme, identifier quelle partie de l'état global, sur quelle partie de l'état global je peux me rattacher pour exprimer ma propriété. Ça peut être des variables globales, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être des paramètres communs à un ensemble de fonctions. Ça peut être même de la mémoire sur le tas, alloué avec malloc. Il faut identifier précisément quelle partie de l'état global on peut utiliser. Donc là, pour mon exemple de micro-noyau, je vais me simplifier la vie. Je vais dire une fois de plus que tout est variable globale. Donc je vais avoir un nombre fixe de tâches, de régions,
toutes les régions sont de taille fixe. Et j'aurai une variable globale qui contient l'identifiant de la tâche globale, un tableau qui contient le statut endormi ou réveillé de chacune des tâches, et les tableaux pour les propriétaires de chacune des régions, mémoire. Oui, parce que j'en ai pas parlé, pardon. Mais sur mon schéma tout à l'heure, il y avait des rectangles qui sont des zones mémoire, et chacune des tâches a une ou plusieurs zones mémoire qui y sont assignées. Ces tableaux contiennent les propriétaires de chacune des régions, et là où elles sont dans la mémoire. Une fois qu'on a identifié cet état global qui nous intéresse, il faut identifier l'ensemble des fonctions concernées. Quelles sont les fonctions qui doivent respecter mon besoin? Et une fois qu'on sait, il faut l'exprimer comme une combinaison d'opérateurs ensemblistes. Ici, ça va être très simple. Ma propriété, c'est de ne jamais exécuter une tâche endormie. Donc, a priori, il n'y a aucune violation possible de cette propriété, ça va être vrai tout le temps. Donc là, je prends simplement l'ensemble \all qui exprime l'ensemble des fonctions du programme. Ensuite, j'identifie quel est le type de besoin. En fait, quel est le contexte que je vais utiliser. Est-ce que c'est un invariant, c'est-à-dire que ça va être toujours vrai dans le programme? Est-ce qu'il est fort ou faible dans ce cas-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne peut être vrai au début et à la fin de chaque fonction, ou est-ce qu'à chaque ligne, entre guillemets, il doit être vérifié? Ou bien, est-ce que c'est une contrainte sur l'écriture, la lecture, ou même l'exécution d'une fonction? Ici, une fois de plus, ça va être assez simple, ça va être un invariant fort. Je l'ai dit, ma propriété ne doit jamais être violée, donc à tout moment, ma propriété doit être vérifiée. Et donc, une fois que je suis passé par toutes ces étapes, je peux écrire mon IA. Donc, je lui donne un nom, je dis, je retrouve mon ensemble cible, mon contexte, et j'écris mon prédicat. Le statut de la tâche courante est ready. Donc, en d'autres termes, à tout moment, la tâche en cours d'exécution doit être considérée comme prête, ce qui interdit le comportement anormal que j'ai mis en valeur tout à l'heure. Prenons un autre petit exemple sur ce même micro-noyau. Donc, je l'ai dit, même si un peu tard, chaque tâche a des zones mémoire qui y sont assignées. Donc, un comportement normal, ce serait que la tâche en cours d'exécution écrive ou lise dans sa zone. Un comportement anormal, ce serait qu'elle lise, par exemple, et donner une autre zone. Ce serait l'équivalent de la calculatrice qui va espionner ce que fait le navigateur Internet. Repassons les étapes de tout à l'heure pour savoir comment exprimer ces besoins. Tout d'abord, quel va être l'ensemble cible? A priori, ce besoin s'applique lui aussi dans toutes les fonctions, sauf peut-être les fonctions d'initialisation du tableau. Il faudra exclure ces fonctions. Ici, clairement, j'ai parlé de lecture de zone mémoire, donc le contexte, c'est à la lecture, un peu plus. Et enfin, je peux écrire mon prédicat qui va manipuler mes variables globales de tout à l'heure. Ici, j'abstrais certains détails de manipulation de ces variables dans les macros qui sont majuscules, qui permettent d'illustrer qu'on peut, en abstrayant certains détails, garder des propriétés qui sont à peu près illisibles quand on centralise la spécification. Donc là, je retrouve mon ensemble cible, toutes les fonctions sauf la fonction d'utilisation. Et quand je lis la mémoire, eh bien pour toute région mémoire R, si ce que je suis en train de lire est dans cette région, alors nécessairement le propriétaire de cette région, c'est moi, c'est la tâche courante. Autrement dit, si je suis en train de lire dans une zone, alors j'en suis propriétaire. Donc ça a l'air très bien, une propriété qui satisfait notre besoin. Mais comme tout à l'heure, au début de la présentation, c'est facile à contourner. Si je modifie toutes mes variables globales, mes tableaux de propriétaires, je peux très bien respecter la règle tout en ne respectant pas le mot, en tout cas l'intention de la règle. Donc, en fait, ça va être un point de méthodologie assez important, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Dès qu'on a écrit l'ensemble de nos propriétés principales, il faut revenir sur celle-ci, identifier quelle partie de l'état global on utilise, et contraindre la modification de cette partie par d'autres métapropriétés. Donc là, par exemple, je vais rajouter une propriété qui dit que mon tableau qui indique les propriétaires de zone mémoire ne sera pas modifié dans le programme, etc. etc. Donc voilà, c'était les très grandes lignes d'une méthodologie. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu d'une autre piste de recherche qui est la déduction à ODS. Donc là, la situation actuelle, telle que je vous l'ai décrite, c'est que quand on veut vérifier un ensemble d'ILAR, par exemple les ILAR 1 et 2, on génère un ensemble d'assertions qui lui sont équivalentes, et donc on fait ça pour chacune d'entre elles.
Et à la fin, on a une grande quantité d'assertions qu'on vérifie via d'autres méthodes. Et on est sûr d'avoir prouvé les dilats. Et ça, même avec la phase de simplification dont je vous ai parlé, eh bien, quand le nombre de fonctions et dilats augmente, on va quand même avoir du mal à passer à l'échelle. Donc une idée pour contourner ça, c'est de remarquer que dans certaines situations, on peut déduire une propriété de niveau, une hilar, à partir d'une autre, ou de plusieurs autres, ce qui évite la génération d'assertions supplémentaires et ce qui allège le travail des prouveurs. Pour vous donner un exemple un peu simple de situation où on pourrait déduire quelque chose, prenez le programme jouet suivant. Il a 3 variables globales, x, y et z, et 2 fonctions. Le contenu importe peu. Mais ce qu'on peut remarquer en faisant une lecture rapide, c'est que ni G ni F ne contiennent de mentions y et z. C'est-à-dire que par lecture, on voit que ni F ni G ne modifient y et z. Ça, on peut l'énoncer et le prouver facilement avec une hilar. On écrit la chose suivante, on écrit pour les fonctions f et g, lorsque je modifie la mémoire, alors l'adresse que je suis en train de modifier n'est ni celle de x, ni celle de y. C'est vraiment la base. Et une fois qu'on a ça, imaginons qu'on aimerait prouver que si j'ai un invariant sur x et y, par exemple l'égalité x égale y, je veux déduire de ce fait que si un invariant était vrai avant l'exécution de f et g, alors il l'est toujours après. Ça paraît logique. Seulement, comment faire ces déductions sans passer par des assertions locales? La solution qu'on a mise en place, c'est la suivante. On prend un ensemble de motifs de déduction, c'est-à-dire un ensemble de situations qu'on a identifiées où on voit qu'une déduction devrait être possible, et on encode tous ces motifs, tous ces théorèmes de déduction sous forme de contraintes dans un moteur de déduction en Prolog. Étant donné ce moteur de déduction, on a le greffon Metaxel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va transformer une hilar 2 qu'on va déduire de l'hilar 1 par exemple. Il va transformer les deux hilars, on va les encoder dans la syntaxe du moteur Prolog, lequel va décider si un motif de déduction peut s'appliquer et va retourner si oui ou non l'hilar 2 est prouvable ou pas. Donc ça c'est très bien, on a une infrastructure qui fonctionne, mais autant c'est bien de dire à l'oral on devrait pouvoir déduire quelque chose, d'autant l'intérêt des méthodes formelles, c'est quand même d'avoir une certitude dans les résultats qu'on obtient. Donc pour s'assurer que ces déductions sont faites sur des bases sûres, on a ajouté une brique qui est un modèle Y3 de l'ensemble. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai mentionné que le concept de métapropriété avait été entièrement formalisé sur papier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris une partie de cette formalisation et qu'on l'a mécanisé, entre guillemets, en Y3. Et étant donné cette formalisation, on a pu reprendre ces situations de déduction qui nous intéressaient et les énoncer et les prouver au sein de cette formalisation. Puis réécrire le moteur Prolog en matchant le plus précisément possible les théorèmes prouvés au sein de cette formalisation. Ce qui fait qu'à l'exécution, finalement, rien ne change. Tout ça n'importe pas. Seul le moteur Prolog s'exécute. Mais on a l'assurance que le moteur Prolog est construit sur une fondation qui est sûre. J'aimerais maintenant dire quelques mots sur Wookie, qui est un cas d'étude qui nous a pris un peu de temps et qui nous a permis de démontrer la pertinence de notre approche sur des programmes réels, en tout cas des tailles réelles. Donc Wookie, c'est ce petit appareil en bas à droite. C'est en fait une clé USB développée par l'ANSI qui est chiffrante et avec authentification forte. En fait, le principe, c'est que c'est simplement une clé USB, mais lorsque vous mettez vos données dessus, les données sont chiffrées et vous ne pouvez y accéder que si vous y insérez une carte, une smart card qui vous appartient et que vous entrez un code PIN qui vous est dédié. Et donc, avec l'ANSI, en collaboration avec eux, on a pu analyser plusieurs propriétés de sécurité intéressantes du bootloader de cet appareil. Donc, le bootloader, c'est, pour simplifier un peu, c'est le premier programme qui s'exécute lorsque vous lancez un appareil, que ce soit un téléphone ou un outil. C'est le programme qui a la charge de décider sur quelle partie de la mémoire booter, de vérifier que le système sur lequel on démarre est signé, qu'il est bien à jour, faire
un certain nombre d'étapes de vérification. Il peut aussi mettre à jour le système, par exemple. Et ce bootloader est un composant critique de par le fait que, comme c'est le premier programme à être exécuté, il a absolument tous les privilèges. Il pourrait, par exemple, modifier les données de la clé USB sans vérification. Et dans le cas de l'outil, c'est encore plus grave parce que le bootloader ne peut pas être mis à jour. C'est-à-dire qu'une fois que la clé est construite, même s'il y a un bug, il ne peut pas être corrigé. Il sera là jusqu'à ce que la clé soit reconstruite. Donc ici, l'utilisation des ILAR était particulièrement pertinente pour vérifier certaines propriétés superficielles, entre guillemets, de sécurité, sans avoir à se plonger dans l'ensemble du programme. Par exemple, on n'a pas envie de vérifier le module de cryptographie du bootloader, on peut simplement vérifier certaines propriétés. Donc pour vous donner un exemple de propriété qu'on a vérifiée, sans avoir à décrire précisément l'architecture de cet appareil, ce serait celle-ci, ce serait le cloisonnement de la mémoire. Donc, je vous ai dit que le bootloader opère un certain nombre de vérifications de sécurité. Elles sont toutes à gauche ici, ce n'est pas utile de comprendre précisément ce qu'elles font. Et je vous ai aussi dit que le bootloader a tous les droits. Donc une propriété qui serait intéressante à vérifier, c'est que chaque module ne lit la mémoire et n'écrit dans la mémoire que lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc en fait, avec LT, pour chaque module, on a identifié une empreinte mémoire minimale, c'est-à-dire pour chaque module, quelle est la partie de la mémoire où vraiment c'est obligé d'écrire ou vraiment c'est obligé de lire. Et comme ça, on a pu énoncer une propriété qui est simplement que chaque module du bootloader respecte strictement son empreinte mémoire minimale. Et donc, pour donner quelques chiffres sur cette étude de cas, c'était une étude de cas assez réaliste, dans le sens où, en prenant les dépendances du bootloader, on arrive à 5 lignes de code dans plusieurs dizaines de fichiers. Et la métrique qui nous intéresse le plus, peut-être parce que c'est celle qui fait qu'on passe à l'échelle ou pas, c'est le nombre de fonctions, un peu moins de 600. Et en prenant la propriété que je vous ai montrée sur le cloisonnement mémoire et d'autres, notamment sur l'ordre des séquences, enfin l'ordre dans la séquence de boot, on écrit à la main 13 ILAR, qui elle-même génère 183 assertions via Metaxcel, ce qui est somme toute assez peu, étant donné le nombre de fonctions qu'on a. Et l'ensemble de ces assertions sont vérifiées par WD. À noter que certaines de ces ILAR ont été vérifiées en utilisant le concept de déduction que j'ai illustré juste avant. Donc voilà, j'arrive maintenant doucement à la conclusion. Et pour ça, j'aimerais revenir sur le langage ILAR, que je pense pouvoir décrire comme innovant dans le sens où il permet de spécifier facilement des propriétés globales, c'est-à-dire qui ont trait non pas à une seule fonction, mais à un ensemble de fonctions d'un programme. On l'a vu, il est particulièrement adapté à toutes les propriétés de sécurité, notamment tout ce qui a trait à la mémoire, à l'écriture et à la lecture. Toutes ces propriétés sont vérifiables de bout en bout avec le greffon Metaxcel, qui d'ailleurs est disponible publiquement, au lien ci-dessous. Et enfin, le tout est construit sur une fondation qui est sûre, donc on peut les formaliser sur papier et en partie en Web3. Mais ces méthodes n'existent pas seulement dans un vase clos, entre guillemets, dans le sens où elles sont applicables, j'y reviens. Elles sont intégrées dans une plateforme qui a fait ses preuves, qui est Framassi. Elles sont accompagnées d'une méthodologie pragmatique d'utilisation qui identifie tous les pièges dans lesquels ne pas tomber, tous les conseils de vérification qu'on peut donner, et qui est par ailleurs publiée. Et ces méthodes sont testées en situation réelle. On l'a vu par outil, mais aussi par d'autres utilisateurs. Par exemple, Thales, qui a récemment publié un article où il utilise les ILAR et Metaxcel pour spécifier des propriétés sur une machine virtuelle Java 40. Enfin, le tout, on l'a vu, est extensible via cette infrastructure de déduction qui est mise en place. Et en parlant de cette infrastructure de déduction, ça fait partie des perspectives de ces travaux. Dans le manuscrit, on liste un ensemble d'étapes qu'un utilisateur aguerri aurait à suivre s'il voulait ajouter des motifs de déduction, c'est-à-dire plus de possibilités de déduire au niveau global. Mais on pourrait aussi
en plus d'ajouter des motifs, aller jusqu'au bout du raisonnement qui consiste à manipuler les hilars comme des objets de première classe. Et on voudrait ainsi pouvoir avoir un raisonnement complet sur les métapropriétés. Une deuxième perspective, enfin, serait de s'intéresser au langage hilar lui-même. Parce qu'en fait, dans le script, dans la méthodologie, on remarque que souvent, en spécifiant le même type de propriété, il y a des motifs de spécification récurrents qu'on voit souvent. Et donc ces motifs récurrents, on pourrait imaginer les abstraire en tant que briques de base d'un nouveau langage, qui serait une couche abstraite au-dessus d'hilar, afin de permettre à des utilisateurs moins proches du code de manipuler ces concepts de spécification. On pourrait aussi imaginer générer de la spécification à partir d'autres sources telles que les modèles, et puis ensuite compléter les détails liés au code plus tard via des hilars. J'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie de votre attention.